Avant-dernier épisode de l'iceberg Warhammer 40 000, philosophie et théologie au menu avec une pincée de multivers. Est-ce que vous êtes chaud? Sigmar est l'enfant des étoiles. L'entité qu'on appelle l'enfant des étoiles est l'âme de l'empereur, le nom qu'on lui donnerait s'il prenait finalement sa place comme entité divine de l'immatérium aux côtés des 4 autres dieux du chaos. La nature exacte de cet enfant des étoiles n'est pas claire, elle peut faire référence à l'essence de l'empereur dans son entier, ou juste son noyau de compassion, incarnant le côté désespérément bon de l'humanité dans un univers impitoyable. Une partie que l'empereur aurait délaissée pour trouver le courage pour tuer Horus. Ce fragment d'âme auquel on fait référence dans les premiers livres de Rogue Trader, mais aussi dans des livres plus récents, après des années d'absence, serait le réceptacle ou le catalyste de la renaissance de l'empereur lorsqu'il aura rencontré sa véritable mort. Parallèlement, Sigmar Eldenhammer est une figure légendaire de Warhammer Fantasy. Un humain ayant rassemblé les tribus éparses de l'âge sombre du Vieux Monde contre les hordes orques, et façonné le premier empire devenant le premier empereur de l'humanité. Ça vous rappelle sûrement l'unification de Terra au 29e millénaire. C'est notamment lui qui brandit le fameux Galmaraz, le marteau de guerre éponyme de notre jeu préféré. Ce demi-dieu légendaire a de nombreux faits héroïques à son actif, comme l'unification des tribus humaines barbares par la force ou la diplomatie, ainsi que le massacre d'une armée entière de Skaven à l'aide d'une simple mâchoire de bœuf. Ça rappelle fortement l'effet d'armes surhumain communément attribué à l'empereur au cours de l'histoire de l'humanité. Et si les deux n'étaient en fait qu'une seule et même entité? Dinguerie du Warp aidant, l'empereur, l'enfant des étoiles, aurait pu se retrouver dans le vieux monde pour combattre le chaos sur ce nouveau terrain. Il aurait alors aidé l'humanité à se sortir de la fange comme il sait mieux le faire, en cassant la gueule à ses voisins, avant de disparaître dans les montagnes du bord du monde, son objectif accompli. Dans le Age of Sigmar actuel, il a atteint son statut de divinité et intervient sur ses suivants de façon assez similaire, quoique souvent plus directe, que l'empereur que l'on connaît. C'est Horus sur le trône d'or. Une de ces théories basée uniquement sur de la fanfiction, lors de leur duel à bord du Vengeful Spirit, l'empereur tua Horus mais fut lui-même mortellement blessé. Et si Dorn, au moment de ramener son père aux portes de la mort sur Terra, ne l'avait pas reconnu? Et si en réalité c'était le corps d'Horus, défiguré mais vainqueur, qui aurait été engoncé dans le trône d'or? Le fils séditieux aurait alors gagné sa place de maître de l'humanité au nez et à la barbe de tout le monde, trahissant par là même les légions du chaos et les dieux noirs dont il n'avait plus besoin. Lors du combat fatidique, on le voit même pris de remords rejeter les dons du chaos pendant un court instant, montrant que la volonté du plus grand des primarques est capable de tout. De quoi donner des sueurs froides aux dévots de l'Imperium. Perturabo a rencontré Hashut. Hashut, dans Warhammer Fantasy, est le dieu mauvais des nains du chaos. Son portfolio inclut le feu, la tyrannie et l'avarice. La société de forgerons déments que sont les nains du chaos et les Iron Warriors possèdent globalement les mêmes centres d'intérêt, les machines et la domination de toute vie. Le primarque de la 4ème Légion, Perturabo, est un maître du siège ainsi que des mécanismes en tout genre. Bien qu'hérétique, il ne se soumet à aucun dieu du chaos et considère les démons comme des outils ou du carburant pouvant simplement être pliés à ses besoins. Même si on ne l'a pas revu depuis l'hérésie, il est communément accepté qu'il est devenu un primarque démon durant les 10 000 dernières années. Mais la faveur de quel dieu lui aurait permis d'atteindre ce statut? Hashut, bien qu'absent de 40K, collerait particulièrement bien. Il est connu pour donner des dons à ses suivants nains du chaos dans Warhammer Fantasy, mais en étant assez léger sur tout ce qui est mutation et membres en plus. Ça conviendrait bien à l'esthétique des Iron Warriors qui sont beaucoup plus plaques de métal et gros canons que tentacules et mâchoires garnies de dents. Athéanisme. C'est un courant de pensée impérialo-hérétique né du philosophe Julius Athéanos, éminent conservateur de la riche bibliothèque du savoir du monde ruche crasseux de Fengsworld. Selon ses préceptes mis sur le papier dans l'Eris Transform, toute beauté, toute créativité, tout génie contenu dans chaque discipline artistique ou scientifique peut être résumé à une seule vérité.
La nature de cette vérité est perdue dans les délires des écrits du libraire, elle pourrait prendre la forme d'une formule mathématique, d'un unique mot ou d'un simple symbole qui contiendrait toute l'étincelle qui rend une œuvre ou une découverte exceptionnelle. Ce mode de pensée, a priori inoffensif, a l'effet indésirable de régulièrement mener tous ceux qui s'y intéressent trop dans les griffes du prince de l'excès. Il est donc assez souvent lié à une forme d'hérésie. Lorsque le disciple se plonge de plus en plus loin dans les œuvres des anciens maîtres ou explore l'histoire des sciences pour en retirer la substantifique moelle, il attire sur elle ou sur lui l'œil de Slanesh. Le manuscrit a été littéralement éparpillé aux 4 vents, mais les fragments qui en refont surface régulièrement causent de nombreux problèmes, qui incitent l'Ordo Malleus à taper sur les doigts de tous ceux qui essayent de reproduire l'ouvrage à la main. La fille qui s'est enfuie du labyrinthe de Tsench. C'est une vieille anecdote provenant du codex Démon du Chaos de la 5e édition en 2008. Le labyrinthe de Tsench contiendrait l'intégralité de la connaissance de l'univers en son centre. Mais pour y accéder, il faudrait vaincre un gardien aux 999 énigmes protégeant 9 portes dorées menant à ce trésor. Cette gigantesque bouche, faisant office de porte et de gardien, ne propose que les mystères, questions et secrets les plus compliqués à ceux qui tentent l'épreuve. Pourtant, un individu improbable a déjà passé ce test. Une petite fille accompagnée d'un chien noir. Qui ou quoi était-ce donc? La réponse n'est évidemment pas donnée, mais chacun a sa petite idée. Une réponse populaire est bien sûr l'empereur, amateur de déguisement, et ayant peut-être pris une forme inoffensive pour rendre sa victoire sur le dieu du mystère encore plus cinglante. Magnus est aussi un bon candidat, avec son lien évident à Tsench et son savoir incommensurable. En tout cas, la référence est claire. C'est un clin d'œil au film Labyrinthe. Film que je ne connais pas, mais qui, sur le papier, a l'air complètement fou. Apparemment culte outre-Manche, ce film de 86 est coproduit par George Lucas, écrit par Terry Jones des Monty Python, et inclut rien de moins que David Bowie comme antagoniste principal. Je vais le voir de ce pas. Ok, c'était trop bien. Chevalier gris du chaos. En raison de leur statut de guerriers secrets combattant le chaos, les Astartes de l'ordre des Chevaliers Gris sont constamment en contact avec les puissances de la ruine. On pourrait alors s'imaginer qu'ils puissent succomber à la corruption de la même façon que leurs frères appartenant à des chapitres classiques. Aucune preuve n'existe pourtant qu'un Chevalier Gris ne soit jamais tombé au chaos, probablement car ils sont encore plus fanatiques que leurs autres frères. Leur lien étroit avec l'Inquisition suppose aussi une surveillance de leur intégrité mentale encore plus draconienne. De plus, ce sont tous des psycheurs. Et si cela devrait au contraire les rendre plus sensibles à l'influence des dieux noirs, cela leur permet de générer un bouclier collectif protecteur, l'Aegis, qui les protège des horreurs de l'Immaterium. La rumeur que les progénoïdes des Chevaliers Gris viendraient directement de l'empereur lui-même renforce encore leur prétendue incorruptibilité. Castellan Crowe en est le meilleur exemple. Ce champion de l'ordre des Purificators possède une épée démon qu'il porte au combat, l'épée noire d'Antwir, mais n'a jamais cédé une once de terrain à ses murmures. La logique derrière l'utilisation de cette arme surpuissante, gardez vos alliés proches et vos ennemis plus proches encore. Les hérésies alternatives. Vous l'aurez compris depuis le temps, les fans de 40K ont beaucoup d'imagination à revendre. Les plus productifs d'entre eux ont carrément écrit des sagas alternatives, des déroulés dans des univers parallèles de l'hérésie Padorus. Souvent, elles prennent le nom du Primarque, prenant le rôle de maître de guerre puis d'architraître dans la timeline alternative, comme l'hérésie dornienne des années 2000 qui est la plus connue. On compte aussi la Roboutienne, plus moderne, la Fulgrimienne. Si on prend l'hérésie dornienne comme exemple, car c'est la plus marquante de ces petits what-if, on tombe sur des détails croustillants. Les Imperial Fists deviennent la Black Legion au lieu des Sons of Horus, les Blood Angels tombent à Nurgle, et la Death Guard reste loyaliste, les Night Lords et la Raven Guard de Tsench échangent leur place sur l'échiquier, les Iron Hands deviennent des Necrons, Horus meurt... Ok, ça c'est normal. Enfin bref, c'est un univers à part entière dans lequel vous pouvez désormais vous immerger si ça vous intéresse, en tout cas il est plein de bonnes idées. Ce projet était à la base collaboratif, mais il est maintenant conclu, ce qui n'empêche pas d'en profiter, ainsi que de ceux qui sont encore en cours d'expansion. The Harrowing.
Qu'on pourrait littéralement traduire l'atrocité, ce sont des xénoformes défiant toutes les lois connues de la physique qui furent lâchés dans les étoiles du Halo au cours du 32e millénaire. Ravageant les mondes de toutes les races sans discriminer, elles furent finalement arrêtées par une branche de l'Inquisition qui usa d'archéotechnologie et de sorcellerie pour les repousser jusque là d'où elles venaient et les y sceller. Leur point d'origine est un artefact connu sous le nom de caveau résonnant, qui a créé la brèche permettant aux atrocités de rentrer dans notre monde. Vous connaissez la musique, les archives à propos de cet artefact ont été censurées, et on ne sait pas plus de détails concernant ce à quoi on a affaire. Sanguinius est tombé au chaos en combattant Horus. Gardez en tête que l'iceberg date d'il y a 5 ans, avant qu'on ait pu lire la fin de l'hérésie d'Horus en bouquin, et notamment le duel fratricide dont on va parler, et qui a lieu dans The End and the Death, volume 2. Sanguinius aurait été tué par Horus avant son duel contre l'empereur. C'est le déroulement canon des événements. Et quand on lit l'hérésie d'Horus, Sanguinius est un personnage en conflit permanent avec sa soif de sang. Il a notamment été tenté par Khorne, et dans une moindre mesure Slaanesh au fur et à mesure que la guerre civile avançait. Et si, lors de sa confrontation fratricide, l'énergie warp déployée autour de lui l'avait finalement fait basculer. Dans ces derniers moments, Horus se retient de prendre le dessus sur son frère, espérant le faire passer du côté de Nurgle avec ses promesses de renaissance. Un Sanguinius boosté par le chaos aurait alors peut-être vaincu Horus. C'était après tout un très bon épéiste, et aurait dû être euthanasié par l'empereur. Une fin tragique pour le fils doré, au sens littéral, de l'Imperium, même si le canon des livres de la Black Library et de l'auteur Dan Abnett l'a depuis démenti dans un passage terriblement brutal. Troisième dieu, Orc. Tout le monde connaît Gork et Mork, les dieux jumeaux des orques. Un troisième dieu oublié existe peut-être, Bork. Il n'existe quasiment plus rien à ce sujet. De ce que j'ai pu voir, des gens des forums datant de 2005 semblent se souvenir d'un troisième dieu qui aurait ce nom, mais même en épluchant des publications de l'époque de Rogue Trader, je trouve absolument rien. C'est donc peut-être le fruit d'une hallucination collective de fans d'orques ayant abusé de la bière de champignon. Malal/Malice. Malal est un cinquième dieu du chaos oublié qui a souvent rôdé dans le background sans jamais revenir au premier plan. Il est très similaire au Malice des premières éditions de Warhammer Fantasy. Ça date de 1983, dites-vous, donc c'est presque de la paléontologie qu'on fait à ce niveau. On va donc mettre les deux dieux dans le même panier, ce qui n'est pas canon mais communément accepté. D'ailleurs, pour vous dire à quel point ce dieu est obscur, ni Malal ni Malice ne sont des noms copyrightés par Games Workshop, contrairement aux noms des autres dieux et d'autres trucs vachement plus obscurs comme les mots squat, weird boy ou bien le symbole du rat cornu. Même dans le chaos, les 4 dieux principaux représentent un système, une hiérarchie. Malal, lui, c'est l'aspect autodestructeur et anarchique du chaos. Sa haine est absolue, envers les vivants, envers le chaos et même envers lui-même. Il incarne donc l'aspect autodestructeur et prédateur du chaos à son paroxysme. Il déteste tous ses homologues et cherche à jeter à bas leur hégémonie. C'est probablement le dieu à l'esthétique la plus classique, vu que le court développement dont il a bénéficié comparé aux autres. Son symbole est un crâne bicolore apposé sur l'étoile à 8 branches, symbole assez similaire à celui du Punisher, qui est d'ailleurs aussi un méchant qui combat les méchants, le feu par le feu, tout ça. Les bandes du chaos qui vénèrent Malice aiment particulièrement chasser d'autres renégats et prélever sur eux des trophées. Les Sons of Malice sont une bande de guerre extrêmement stylée et sûrement l'une des rares références à Malal/Malice. Ce sont principalement des comics de fantasy de 86 qui ont lancé Malal. Le héros du comics, Caleb Dark, était un champion du chaos s'associant occasionnellement aux forces du bien. Le dieu du chaos anti-chaos était l'occasion rêvée de proposer un anti-héros aussi edgy que possible sans devoir faire gagner les méchants à la fin. Mais comme les personnages de ces comics n'appartiennent plus à Games Workshop depuis un petit moment, le dieu renégat est passé à la trappe. Malice, quant à lui, a été à nouveau mentionné dans la nouvelle Le Labyrinthe. Le siège de Terra a lieu dans un univers alternatif. C'est principalement un post Reddit d'il y a 5 ans, en description, qui a donné lieu à cette théorie assez folle qui est en lien direct avec toutes ces suspicions de voyage temporel, d'univers alternatifs et d'empereurs ayant prévu l'hérésie dont on parle depuis plusieurs épisodes et qui vont culminer dans l'un des derniers sujets de la série. Petit teaser pour le dernier épisode de l'iceberg. Le Warp est un royaume de possibilités.
des futurs qui ont eu lieu, des passés possibles, des chronologies tuées dans l'œuf et des mondes où des effets papillons ont radicalement changé le destin de civilisations entières. Il est donc entièrement possible que l'hérésie d'Horus, racontée dans les livres de la Black Library, ne soit qu'un chemin potentiel que suivrait l'univers, et que l'empereur, au travers de ses pouvoirs psychiques monumentaux et de son contrôle sur le Warp, ne soit que en train de chercher le chemin qui mènerait à la défaite du chaos, la chance, sur une infinité, de se libérer du grand ennemi. Ces essais culminent justement au dernier jour du siège de Terra, un jour littéralement interminable, étendu surnaturellement dans sa durée par les pouvoirs du chaos. Le Warhammer tel qu'on le connaît n'est qu'une timeline perdue, où l'humanité s'est écrasée à 2 mètres du bol de Sangria quand Horus est passé au chaos. De la même façon, le Vieux Monde ou les hérésies alternatives peuvent être d'autres tentatives avortées de l'Empereur de trouver le bon chemin vers la victoire. Cela expliquerait pourquoi les livres du siège de Terra montrent des incohérences, des personnages là où ils ne sont pas censés être, des morts surprenantes ou des décisions à contre-caractère. On nous raconte simplement un autre essai, une autre partie du grand jeu galactique, et pas forcément celle dans laquelle on vit. Le destin de Ra-Endymion. Ra-Endymion était un des 10 tribuns des custodes pendant l'hérésie. Il est né fils d'un ancien seigneur de Terra, exécuté par le capitaine général Valdor pour avoir volé le dernier océan de Terra, rien que ça. Comme le voulait la coutume de l'époque, ce premier-né a été pris en otage pour subir le conditionnement psychique et biologique pour devenir custode. Ses principaux faits d'armes ont eu lieu lors de la Grande Guerre de la Toile, lorsque les custodes et les Sœurs du Silence se battirent durant 5 années dans le portail de la Toile sous le palais de Terra pour empêcher les forces du chaos d'envahir le siège de l'Imperium après que Magnus en ait forcé les portes par erreur. Lors de la bataille critique de Kalastar, la cité impossible, désormais en ruine de l'Empire Eldar, Endymion était le plus haut gradé des gardiens de l'Empereur encore en vie. Un démon surpuissant, Draknien, allait briser leur défense lorsque l'Empereur apparut. 1000 psycheurs ayant été sacrifiés pour lui permettre de quitter son trône et rejoindre le combat en personne pour défier Draknien. Lors du duel, le démon empala l'Empereur, prenant la forme d'une épée. Sentant qu'il ne pourrait pas le vaincre, le maître de l'humanité retira la lame de son corps et la planta dans celui de Ra-Endymion pour le sceller. Il lui intima un dernier ordre, de partir aussi loin que possible dans la toile et de ne jamais revenir. Le tribun ne refit jamais surface. N'empêche que Draknien, elle, on l'a revue, toujours enfermée dans son épée, maniée par Abaddon. C'est d'ailleurs elle qui lui permet de tenir tête à même des primarques en combat singulier. Un être doré aurait donné la lame à Abaddon. Était-ce Endymion, corrompu après des millénaires au contact d'un démon extrêmement puissant? Cela est improbable vu que Draknien lui-même avoua à l'empereur que l'univers aurait le temps de s'effondrer sur lui-même avant qu'il ne puisse corrompre le moindre custode. Ou alors cette figure était le corps de Ra, vidé de son âme et possédé par l'épée? Ou une décision volontaire faisant partie du plan de l'empereur? Mystère, mystère. Pale Wasting. Au 34e millénaire, dans les étoiles Ghoul, il s'est passé un truc. Bien sûr, à cause d'une purge de l'Inquisition, on ne sait pas vraiment quoi. On sait juste qu'il s'agit, je cite, d'une peste qui a balayé des mondes via des engins de cauchemar. L'Imperium ne connaissant pas les Nécrons au millénaire 34, il pourrait s'agir d'un assaut du royaume des eaux et de leurs dépeceurs sur l'espace impérial. Ou alors c'est peut-être la faute à l'une des dizaines d'espèces de xénos des enfers qui habitent le secteur. On sait que les Nova Marines ont brillé dans ce conflit, alors que pas moins de 11 autres chapitres de Space Marine y ont été détruits. Désormais, les Death Spectres montent la garde dans cette partie de la galaxie, au cas où cette menace émergerait à nouveau. Les Nécrontyres sont des voyageurs temporels humains. Une seule référence sur laquelle s'appuyer à ce sujet imposterait dite « encore ». Plusieurs arguments apportent de l'eau au moulin de cette théorie. Déjà, on sait que les Nécrons peuvent voyager dans le temps, comme l'a montré le chronomancien Orican. Physiologiquement, avec leur dégaine de Terminator, les Nécrons ressemblent beaucoup à des squelettes humains. On pourrait débattre aussi des similarités architecturales entre nos civilisations et celles des Nécrons, mais les documentaires complotistes sur les aliens ont déjà donné l'occasion à de nombreux experts de débunker le fait que les pyramides ont été créées par des aliens, donc je rentrerai pas dans ce bourbier.
Les parias qui existaient auparavant étaient des mixes de nécrons et de génomes humains et étaient des preuves vivantes que les deux biologies étaient compatibles. D'ailleurs, le gène paria, existant partout dans l'humanité qui supprime la connexion d'un Homo sapiens avec le warp, a peut-être été implanté par des nécrons dans des proto-humains il y a des millions d'années. Les individus chez qui ce gène s'exprime produisent des bulles anti-warp dans un rayon variable autour d'eux. Cela aurait permis aux nécrons, de la même façon que les anciens ont sélectionné des races pour les rendre psychiquement influentes et les aider dans la guerre céleste, d'élever des races anti-psycheurs. D'ailleurs, l'extinction Crétacé-Paléogène, qui a vu la plupart des dinosaures disparaître il y a 66 millions d'années, serait datée à peu près au moment de la guerre céleste, entre Cthans et Anciens, et pourrait être la conséquence d'une influence extraterrestre sur notre monde. Plus d'un an encore, il y avait un fragment de Cthans nommé le Dragon du Vide sur Terra, celui que l'empereur vainquit en Syrie et Sella sur Mars. Donc les nécrons auraient pu avoir un rôle à jouer dans notre évolution. Mais de là à ce que ce soit des voyageurs dans le temps... Quelqu'un a le numéro de l'Ordochronos pour vérifier ? Encore un épisode bien chargé, merci de votre écoute, je vous dis à la prochaine fois pour le dernier épisode, ciao ciao.